Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, dans notre podcast, animé par Agathe Curis, nous accueillons Alexandre Coratella, avocat indépendant et entrepreneur passionné. Alexandre va partager avec nous son parcours professionnel riche et diversifié, de ses années d'études jusqu'à son expérience en tant qu'avocat indépendant. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Curis et Alexandre Coratella. Bonjour Alexandre. Salut Agathe. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour participer à ce podcast et nous raconter un petit peu ton parcours. Alexandre, nous, on se connaît déjà un petit peu puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble chez Anomia, enfin pas chez Anomia, mais dans le cadre d'Anomia. Avant toute chose, première question, est-ce que avocat, c'était une vocation pour toi ? C'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'envisageais à la fin du lycée et en fait, j'avais pas de très bons résultats dans les matières littéraires. Et on m'a conseillé plutôt la voie scientifique en fait. Donc d'abord j'ai commencé par. T'étais en filière scientifique. Ouais, j'ai redoublé ma seconde et je voulais faire une filière économique et sociale. Okay. Et en fait au final je suis passé en filière scientifique parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et mes profs m'ont conseillé plutôt de partir sur du scientifique pour le post-bac. Donc du coup j'ai fait une première année de mathématiques et économie. En fac sabbatique et économie plutôt. Et ensuite, j'ai recommencé parce que j'aimais les mathématiques, mais j'aimais moins la programmation informatique. Okay. Et au cours de ma deuxième année, j'ai bifurqué vers économie et droit. Et en fait, j'ai refait derrière une année d'économie et droit et une année de droit pour me rapprocher en fait finalement de ce que je voulais initialement. Et t'as fait ça où ? J'ai fait ça à Toulouse. Parce qu'à l'époque où j'ai passé le bac, ils ouvraient l'école d'économie de Toulouse qui permettait d'avoir une double licence en fait en mathématiques et en économie. Et donc je m'étais dit, vu qu'on m'avait orienté sur le parcours scientifique, que ça aurait pu être intéressant de bifurquer à un moment ou à un autre en licence de pure maths ou alors en licence de pure économie. Et finalement, pur droit. Et ouais, en fait, c'est toujours le droit qui m'a attiré et c'était des doubles licences. Et moi, j'avais un parcours, j'étais engagé quand j'étais étudiant. Donc, du coup, j'étais peu dans les amphis, beaucoup dans les locaux d'assaut et ce qui est peu compatible, en fait, avec le travail d'un double diplôme qui demande énormément de régularité. Mais par contre, le juridique, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai bifurqué, en fait, initialement vers mon projet. Ce qui fait que je suis arrivé en première année, j'avais déjà été représentant étudiant pendant 4 ans. Ah, t'as dû recommencer en première année. Ouais, j'ai bifurqué, j'ai juste validé quelques matières et un semestre en première année, mais j'ai repris en première année de droit. Et en fait, du coup, le projet, dès ma première ou deuxième année de droit, il était ce qu'il était au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, je voulais être soit trader, soit avocat. Et en fait, c'était assez dessiné déjà depuis la première année et la deuxième année, et même le côté droit des affaires. C'était vraiment un truc ça, qui était dès le déjà... départ, pourtant dans les premières années, on n'en fait pas tellement. Mais tu avais le côté entrepreneurial, en fait, des projets que j'avais pu mener à la fac en organisant des événements, en organisant des voyages, etc. J'aimais le côté entrepreneurial et le côté pouvoir apporter des conseils et apporter mes compétences à quelqu'un qui monte un projet. Donc, dès le départ, je savais que je voulais faire ça et du coup, je me suis orienté assez naturellement vers une filière affairiste. Donc, licence de droit privé. Après, je fais un master 1 en droit des affaires. Puisqu'à l'époque, effectivement, ils sélectionnaient pas en master 1.
ce qui fait que je suis vieux, effectivement. J'ai connu ça aussi, t'inquiète pas. Et un M2 des JCE à Toulouse, spécialisé en droit des sociétés. Et après, j'ai fait un peu d'exercice à l'étranger. Je suis allé, en fait, quand je cherchais mon PPI pour l'école d'avocat, on m'a proposé un CDI. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, nous PPI on fait pas, on vous propose de rentrer dans le track pour un CDI. Donc j'ai passé des entretiens. Ouais, j'ai passé des entretiens avec une firme au Luxembourg qui m'a pris en CDI pendant 1 an. Je suis resté pendant 1 an et en fait j'ai voulu intégrer l'école parce que tu sais, tu peux passer au Luxembourg des diplômes complémentaires pour être avocat là-bas. Mais comme je l'avais déjà le barreau en France. Et tu faisais quoi au Luxembourg ? Au Luxembourg, j'étais conseil en droit des sociétés. C'est-à-dire que j'avais pas le statut d'avocat, mais la fonction est quasiment analogue parce que c'était exclusivement du conseil dépendant de l'activité fiscale en fait de la firme. J'ai bossé chez Taxan Luxembourg, qui est l'équivalent d'Arsène ici. Et comme j'avais déjà mon CRFPA quand je suis allé au Luxembourg, j'ai quand même voulu rentrer en France pour faire le FB parce que j'avais déjà un projet de long terme de me dire qu'à un moment, je voudrais ma clientèle à moi. Et qu'au Luxembourg, c'était quand même... cette fibre entrepreneuriale. Voilà. Au Luxembourg, c'était quand même compliqué de te dire je pose ma plaque alors que tu conseilles des fonds, que ça te demande quand même un sacré bagage et des opérations qui sont extrêmement consommatrices de ressources humaines. Et donc, du coup, tu peux pas le faire solo, quoi. Enfin, c'est très compliqué de t'installer solo au Luxembourg. Faut déjà t'installer à plusieurs. Et donc, je me suis dit qu'en France, ça correspondrait sûrement plus à ma vision à long terme qu'au Luxembourg. Et donc, je suis revenu en France faire l'école. En stage. Comment ça se passe l'école ? Bien, puisque je fais une alternance. Donc en fait tu vois pas trop le temps passer, quoi. T'es plutôt au cabinet. Après on pourra revenir sur l'école, mais c'est vrai que les cours sont pas. Vas-y, lâche-toi. En fait, si tu veux, c'est très difficile parce que je pense qu'ils adressent un public. Et c'est intéressant parce que c'est des réflexions qu'on avait quand on en a discuté en janvier. Ils adressent un public hyper large et donc c'est très difficile de faire un contenu adapté pour un public hyper large. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont de très bonnes notions de procédure civile, procédure pénale, etc., qui vont s'ennuyer pendant les cours, et des gens pour qui c'est quelque chose de plus abstrait ou quelque chose qui a été moins bossé. Et ce qui fait que les étudiants qui ont passé le CRFPA, qui étaient très forts en procédure, sont frustrés parce qu'ils s'ennuient. Ceux qui ne l'étaient pas, le cours est entre deux et ça va peut-être un peu vite. Et c'est pareil, en fait, tu retrouves un peu cette idée dans pas mal de matières. Ce qui fait que c'est pas forcément adapté au public. Alors, ils essayent de faire énormément d'efforts pour l'adapter au public. Ils ont fait des parcours de spécialité. Je crois que c'était la première année quand moi je l'ai passé et c'était vraiment sympa. Mais il y a un vrai problème à mon sens, de réussir à calibrer à son public. Mais en même temps, quand tu fais des cours pour 1600 personnes, forcément, tu as un problème de calibrage. Après, ça veut dire que on doit améliorer en permanence les enseignements et ils nous envoient des questionnaires pour qu'on évalue les enseignements, les intervenants, etc. Donc, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est une période où tu es un peu dans la frustration de j'ai fini mes études, j'ai passé le plus dur, maintenant je veux commencer à bosser et je dois quand même me faire cette session d'école qui est obligatoire, qui colle pas forcément exactement au projet que j'ai, où tu as des profils purement conseil qui te disent bon, ça sert à quoi qu'on apprenne le contentieux parce que moi je veux être purement conseil. C'est pas forcément ma vision, puisque pour moi, l'avocat, il doit être capable d'un socle minimum, sans parler forcément de tout accepter, mais d'un socle minimum de connaissances qui permet de conseiller au plus juste son client, quelle que soit la matière, et de pouvoir, même quand tu fais du conseil, donner des premières indications sur comment se déroulerait un contentieux si on devait arriver au contentieux. Donc, l'école en alternance pendant 6 mois. Mon PPI, je l'avais déjà fait du coup, puisque c'était mon expérience au Luxembourg, qui passait en PPI, direct le stage final. Et après... Ton alternance, tu l'as fait où ? Je l'ai fait chez Maurice Lantourne, chez Lantourne et Associés, et je travaillais avec Flavie Hanoun, et c'était super cool parce que ça a été pour moi l'occasion de m'exercer au contentieux des affaires que je connaissais pas du tout. Et c'était vraiment ma volonté quand je les ai rejoints, c'était de pouvoir toucher contentieux des affaires et restructuring, et eux, c'est leur cœur de métier, et du coup, j'ai énormément appris. Et ça me permet d'avoir ce que moi je pense nécessaire, effectivement un vernis contentieux, même quand tu fais du conseil. Et après, j'ai développé une activité contentieuse, mais en tout cas, quand tu fais du conseil, je pense que c'est important. Après, j'ai fait mon stage final chez Bold Avocat. Donc là, en conseil,
plutôt Donc là, des côté startups. start-up, Voilà, voilà. exactement. Bah, toi qui avais qui a toujours cet esprit entrepreneurial, etc., et cette curiosité. C'est vrai que c'est une clientèle intéressante, c'est une clientèle qui te challenge, au même titre qu'une clientèle plus affirmée, mais c'est vrai que tu as un contact particulier avec le dirigeant que tu as moins quand tu conseilles un grand groupe, quand tu conseilles une entreprise un peu plus mature. Parfois, tu discutes avec son service juridique, éventuellement avec son DAF. Tu retrouves moins cette proximité, donc c'était hyper intéressant parce que ça permet de travailler quand même sur un nombre varié d'opérations. Ouais. Et ça change quoi à ta manière de travailler, le fait de bosser avec un jeune dirigeant de start-up, fondateur, etc., qui va être en plus hyper investi dans son activité, qui va être sous pression, versus en effet un directeur juridique salarié. Tu as un vrai enjeu de vulgarisation. Tu as un vrai enjeu de devoir vulgariser ce que tu fais, lui faire comprendre la valeur de ce que tu apportes et pourquoi on fait comme ça et pourquoi on va pas aussi vite que ce qu'il souhaite ou pourquoi on peut pas le faire de la manière dont il souhaite. Alors que quand tu travailles avec des directeurs juridiques, tu as des discussions beaucoup plus techniques dans le droit, pas forcément moins business, mais en tout cas beaucoup plus technique de droit. Donc c'est pas du tout la même relation que tu as avec un directeur juridique avec qui tu discutes. Je pense notamment à un dossier avec qui tu discutes où tu peux lui annoncer dès le départ que tu sais que le contentieux est mal embranché et qu'il faut transiger parce que lui a déjà eu cette lecture de la situation que le dirigeant aura pas forcément parce qu'il se dira que il est dans son bon droit parce qu'opérationnellement il a fait correctement les choses. Et donc c'est vrai que c'est deux manières de faire différemment qui sont tout aussi intéressantes intellectuellement et tout aussi stimulantes parce que d'un côté tu as quelqu'un qui te challenge sur le niveau technique et de l'autre tu as quelqu'un qui te met face à des réalités opérationnelles qui sont les siennes et qui te dit ok c'est trop bien tout ce verbiage juridique mais du coup qu'est-ce que ça veut dire pour moi et qu'est-ce que ça veut dire en termes de conséquences financières. Donc c'est pas exactement la même facette du métier mais c'est hyper intéressant dans les deux cas en fait. Yes. Et donc, du coup, Bold. Donc ça, Bold, collaboration. Non, 6 mois de stage final. Stage final, pardon. 6 mois de stage final et après, je passe mon CAPA. Je rencontre au moment du CAPA une qui deviendra une de mes co-collaboratrices dans l'ascenseur à qui je dis que j'ai candidaté chez LPA. Et donc, du coup, je fais un passage chez LPA pendant un an en prestage d'abord, en juriste avant le CAPA, puis en tant que collaborateur. Ensuite, je quitte LPA. Et LPA, tu fais quoi chez eux? Beaucoup d'audits. Ok. Après du conseil en droit des sociétés aussi, mais beaucoup d'audits. Parce qu'à l'époque, une grosse opération d'audit qui monopolise quand même énormément les équipes. Donc beaucoup d'audits. Et c'est pour ça que je voulais y aller, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait avant. En fait. Okay. Et je pense que c'est une compétence. Que ça allait structurer un peu ta pratique ou... Je pense que c'est une corde que tu dois avoir à ton arc. C'est-à-dire que parfois tu te retrouves du côté de la cible, donc tu as le beau rôle, toi tu as juste à préparer la data room. Parfois tu te retrouves du côté investisseur, c'est toi qui dois auditer. Donc il faut avoir les deux compétences, il faut être en mesure d'apprendre les méthodes d'audit pour être capable de le faire pour tes clients. Donc c'était dans cette démarche-là que je le faisais parce que j'avais fait beaucoup de choses avant. J'avais conseillé à la fois des fonds, à la fois des startups. J'avais travaillé sur des opérations structurantes avec 7-8 étapes ou des opérations transnationales, fusion, etc. Mais par contre, j'avais pas fait ce volet-là du droit des sociétés. Et donc, je pensais important de le faire. Donc, j'ai fait pas mal d'audits. Après, ça s'est terminé avec LPA au bout d'un an. Ok. On est dans un contexte Covid, donc effectivement, tu vois, les relations de collaboration sont pas les mêmes qu'on peut avoir aujourd'hui, où il y a eu des ralentissements massifs d'activité, il y a eu des départements qui ont été restructurés. J'intègre un petit cabinet, deuxième confinement. Deuxième confinement, il me dit le soir que si ça confine, il va pas pouvoir me garder. Effectivement, il me garde pas. Je m'y sentais objectivement pas très bien. C'était après combien de temps ça chez eux? 2 mois. 2 mois, ok. Et il s'est pas passé énormément il s'est rien passé de nuisible, mais je m'y sentais pas très bien. Donc en fait, quand ça s'est terminé, plutôt un soulagement et je me suis installé en fait après ça
J'ai vraiment pris la décision de m'installer en mars 2021. D'accord. Entre novembre 2020 et mars 2021, j'étais plutôt dans une espèce d'expectative de quel collab je cherche, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et en fait, j'ai pris la décision de m'installer en mars. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Une remarque de quelqu'un. Vraiment, j'hésitais. Alors, 2 remarques. Une positive, une négative. La première, la positive, c'est de dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce qui te retient? Et j'ai dit, honnêtement, c'est l'argent, parce que j'ai peur de pas réussir à rentrer ce qu'il faut pour le rentrer, et donc du coup d'être vraiment en galère par rapport à la collaboration. Et t'avais déjà un tout petit peu de clientèle perso? J'avais quasiment rien. Ok. J'avais quasiment rien. Ça se parlait en dossier. Enfin, D'accord. c'est-à-dire que j'avais des dossiers, j'avais pas de clients. Et donc peur de manquer de ressources, quoi, voilà, financières. Exactement. Et la deuxième remarque qu'on m'a fait, c'est donc du coup à cette époque-là, je vivotais, c'est-à-dire que je cherchais une collaboration, mais mollement, parce que en fait ça s'est très vite enchaîné. J'ai terminé ma collab en novembre. En décembre, sur le mois de décembre, t'as un peu de mal à chercher, surtout en 2020. C'est-à-dire que tu te dis, clairement, on est en vacances le 20, je vais pas entamer un process là. Et en janvier, j'ai eu l'opportunité de commencer des télés. Ah, ok. Où ça? À Nanterre. Je suis toujours chargé de télé d'ailleurs à Nanterre. Ok. T'enseignes quoi? Alors à l'époque, j'enseignais contrats spéciaux et droits des sociétés. Maintenant, j'enseigne plus le droit des sociétés parce que j'arrête contrats spéciaux cette année. Très bien. Et donc en fait, je me dis, je vais pas chercher une collaboration. Entre janvier et mars parce que je vais devoir leur annoncer que tous les lundis matins, je suis 3 heures en TD. C'est un frein, j'ai pas envie, donc je chercherai en mars. Et finalement, je cherche en mars et entre-temps, j'en discute avec des amis qui me disent, oui, mais même si tu t'installes, en fait, au final, c'est juste la même situation qu'aujourd'hui, sauf que en fait, tu t'es honnête avec toi-même. C'est-à-dire que tu te dis, oui, en fait, je peux pas tomber plus bas en termes de chiffre d'affaires parce que je ne fais pas forcément de démarche pour trouver. Oui. Et c'est juste la situation d'aujourd'hui où j'ai juste dit, ok, je m'installe. Avec du bonus, quoi. Et voilà. Et donc, en fait, je prends la décision de m'installer en mars, d'abord domicilié. Et en 2022, je prends des locaux, là où je suis toujours d'ailleurs, dans le 16e. Ok, donc 1 an après, quoi, t'as pris des locaux. Voilà. Donc en 1 an, je suppose que t'as eu une croissance... En 2021, j'ai un chiffre d'affaires qui est à peu près identique à celui de 2020. Donc, on arrive quand même sur l'année 2021 en 9 mois à reconstituer ce que j'avais eu en 2020. Okay. Donc, plutôt content. Non, il y a une très bonne croissance et une bonne traction en 2022, en fait. Ok. Je pense que c'est pas étranger au fait d'avoir des locaux parce que ça te structure. Tu te prends peut-être intérieurement plus au sérieux qu'en travaillant chez toi depuis ton bureau. Et donc, du coup, il y a une bonne dynamique sur 2022 et 2023. Très bien. Et alors, d'après ce que tu me racontes sur l'installation, je dirais entre guillemets que ça t'est un peu tombé dessus, enfin que c'était pas forcément quelque chose qui te trottait dans la tête depuis des mois, et donc que t'avais beaucoup réfléchi ou anticipé. Comment ça s'est passé concrètement? Ok, tu décides, je m'installe. What's next? Comment on va chercher ses clients? Comment on décide de ce qu'on veut véhiculer comme image? Est-ce que tu te dis je m'installe en tant que moi, Alexandre Coratella, ou est-ce que je m'installe, je crée un cabinet, une structure, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est effectivement un truc précipité parce que je me disais horizon 3-5 ans, je m'installerai. Sauf que là, précipité par le Covid, précipité par le contexte. Je commence en fait en me disant il me faut un nom. Donc naturellement, je fais comme tous les avocats. Mon premier nom, entre guillemets, c'était Coratella-avocat. Évidemment, voilà, exactement. Mais avec une idée que ça serait transitoire. Bien avec sûr. Une idée que j'ai envie d'exploiter sur un nom de marque, parce que j'ai pas envie que ça soit associé à mon image. Pour trouver les clients, tu fais savoir à tout le monde que tu t'installes. Et effectivement, les confrères sont quand même les principaux apporteurs de dossiers. Donc, tu as des dossiers qui commencent à arriver, tu les traites bien. Et en fait, comme tu apportes de la valeur à ton client, le retour qu'il fait à la personne qui t'a apporté le dossier, c'est qu'en fait, il est content. Et comme le nerf de la guerre, quand on n'a pas la compétence en tant qu'avocat, c'est la confiance. C'est-à-dire que
tu dois pouvoir confier un dossier à quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que toi, la même approche et le même traitement. C'est-à-dire que le client doit pas avoir l'impression qu'il a changé d'avocat. Et donc, du coup, ça renforce un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu as un premier client qui est content, un deuxième qui est content, qui le fait savoir à la personne qui t'a apporté des dossiers. Et du coup, si tu veux, tu te retrouves dans une situation où tu as de plus en plus de dossiers, de plus en plus d'apporteurs différents. Moi, j'ai beaucoup d'apporteurs qui me viennent de mon ancien... Enfin, je travaille avec beaucoup de mes clients qui sont des anciens étudiants engagés comme moi. Ok. Donc, du coup, on se retrouve en termes de valeurs. Et moi, les valeurs de mon accompagnement, c'est la proximité, la réactivité et... honnêtement, délivrer le conseil le plus sincère possible. C'est-à-dire que il doit pas me servir moi, il doit servir le client. Donc, ça veut dire que si j'ai un client qui vient me chercher pour faire une opération que j'estime pas nécessaire ou faire une opération d'une manière où ça me rapporterait plus d'honoraires, mais où il y a beaucoup plus simple pour lui, je vais pas hésiter à lui dire. Parce que je considère qu'on doit travailler cette relation client-avocat sur 42 ans. Sur le long terme, ouais. Voilà. Exactement. Je considère que mes clients, mon objectif, c'est que mes clients d'aujourd'hui soient mes clients dans 40 ans. Et donc, pour ça, il faut qu'on crée une vraie relation de confiance et il leur faut un accompagnement de proximité où on peut dire les choses à bâton rompu, où on peut prendre son téléphone, joindre son avocat et être en mesure de lui poser les questions qu'on a à lui poser avec évidemment des propositions d'intervention claires, parce que ça reste un métier qui est particulier, on pourra en discuter après, mais ça reste un métier qui doit rémunérer, donc, mais le client, on doit lui offrir aujourd'hui en 2023, avec tout ce qui existe sur le marché en termes d'offres de droits, le minimum qu'on peut offrir au client, c'est dans 90% des cas, lui offrir de la prévisibilité sur ce que ça va lui coûter. J'ai la chance de faire une pratique qui le permet, dans la plupart des cas. Et donc, c'est un de mes engagements. Quand tu dis que ça le permet, c'est que tu factures principalement au forfait. Voilà, exactement. Okay. Les méthodes de facturation et le coût pour le client sont déterminés avant qu'il signe la convention d'honoraires. Et dans 90% des cas, on est en mesure de travailler au forfait, donc on est en mesure d'offrir une vraie prévisibilité. Un des engagements du cabinet, quand on ne l'est pas, c'est d'offrir ce que j'appelle des honoraires déjà dépensés. C'est-à-dire que dès le début, je leur dis, voilà, ça, je ne sais pas faire en moins de temps, donc il faut déjà que vous, dans votre tête, vous allouiez un budget à l'opération qui est celui-ci. Et après, on avance avec des caps de facturation, avec une information régulière sur les sommes engagées pour qu'ils aient toujours une prévisibilité et qu'ils peuvent corriger. Parce que ce qu'on m'a appris dans ma première expérience, c'est qu'en fait, il n'y a pas de friction sur les honoraires s'il y a de la transparence. Parce que le client, à un moment, il l'accepte ou il l'accepte pas. Mais s'il accepte pas, on stoppe les diligences. Parce que c'est pas ce qu'il souhaite. Et dans ces cas-là, il trouve un accompagnement qui est peut-être plus à la mesure de ce qu'il recherche. Ouais. Là, tu prêches une convertie et en fait, il suffit de se remettre dans les baskets de nous, consommateurs, nous, clients. Lorsqu'on nous dit que ça va te coûter entre 5 000 et 30 000 euros, oui, merci, mais non merci. On préfère savoir dès le départ que ça va nous coûter 20 000 et puis voilà, on y va pas, mais au moins, si on y va, c'est en connaissance de cause, quoi. C'est hyper important parce que c'est source de frustration dans la relation client-avocat. C'est quelque chose qui va empêcher le client de te solliciter. Et toi, tu as besoin d'être sollicité d'une part parce que effectivement, ça te permet de faire de la vente additionnelle. Hein. Parfois, il y a des besoins que tu n'avais pas identifiés parce qu'il t'a pas tout dit. Et donc, du coup, tu peux vendre d'autres prestations. Mais c'est surtout qu'en fait, tu interviens au moment où il peut faire basculer un dossier. Au moment où il peut faire la boulette qui fait basculer le dossier et tu peux l'attraper avant. Et pour ça, il faut qu'il y ait une vraie relation de confiance et il faut qu'ils soient en mesure de te solliciter. Donc, il faut que tu aies été transparent sur la manière dont tu vas le facturer et que quand il y a un forfait qui n'est plus adapté parce qu'il y a de nouveaux éléments, en rediscuter et essayer au maximum d'offrir de la prévisibilité pour gommer la frustration du client. Et côté prestations, type de dossier, etc. Donc toi, comme tu l'as évoqué au départ, tu as toujours été branché droit des AF, quoi. Dans les cabinets où tu étais précédemment, plutôt de la FUSAC, des levées de fonds. Je suppose que tout seul, c'est pas le même.
Alors, j'ai fait des opérations de M&A, effectivement, chez LPA au Luxembourg, où on a bossé sur des opérations de M&A. D'ailleurs, j'ai commencé par ça quand je suis arrivé. Après, j'ai eu des expériences aussi à Toulouse quand j'étais à la fac, où j'ai bossé sur des opérations de cession. Mais chez Bold, principalement plutôt opérations de levée de fonds. Et day to day, parce que comme ils ont un modèle d'abonnement, ils ont aussi du day to day des clients. Aujourd'hui, mon portefeuille, c'est effectivement du day to day, des opérations de levée, des contentieux d'associés, des sorties d'associés, des opérations de cession. C'est assez varié. Alors évidemment, par rapport à un CAB qui aurait 20 collaborateurs, 5 associés, on est sur des opérations qui sont dans un secteur qui sont pas sur le même marché, mais ça n'empêche pas que la technicité qui est demandée est parfois la même ou parfois très similaire avec des opérations de plus grande envergure, quoi. Donc ça reste tout aussi intéressant en fait. Et on t'a apporté des clients. Tu disais que tes premiers clients venaient principalement de la prescription de confrères. Est-ce que tu les as un petit peu choisis? Est-ce que tu t'es permis le luxe de refuser des clients au départ en te disant non, ça correspond pas tellement à ceux avec qui je veux travailler? Ou est-ce que finalement au début on prend un petit peu de tout et puis on écrème au fur et à mesure? Comment ça se passe? Et aujourd'hui, est-ce que tu as une typologie de clients particulier ou... Alors ça se fait sur 2 critères. Le premier critère, c'est que comme je fais des forfaits et que je fixe mes honoraires de manière juste, c'est-à-dire que je suis clairement pas le moins cher du marché, je suis clairement pas le plus cher, j'estime que le prix que je fixe, il est juste par rapport aux moyens du cabinet, par rapport aux outils que je vais mettre à disposition des clients. Donc toute la relation, elle est digitalisée. Le client, je lui envoie jamais. Il me confie son dossier et dans la mesure du possible, il n'intervient que pour opter sur des choix stratégiques, mais il n'intervient pas, il ne met pas la main à la pâte dans toute la préparation du dossier. L'objectif, c'est d'offrir un accompagnement clé en main qui prend en considération les desiderata du client, mais qui lui permet d'avoir un accompagnement clé en main et le moins de choses à faire, puisque lui se charge de faire croître son business au niveau opérationnel. Moi, je me charge de la tuyauterie juridique et ensemble, on s'assure de développer une activité de manière stable. Donc, le choix au forfait est celui-là. Les tarifs sont correctement faits. Donc, du coup, je négocie peu les tarifs. Donc, il peut m'arriver de ne pas prendre un client parce que je sens qu'il y a une négo de tarifs. Dans la mesure du possible, on peut éventuellement retravailler les prestations qui sont délivrées, proposer des méthodes différentes de facturation. Si le client a, par exemple, typiquement, quand tu annonces un forfait de 15 000 € d'honoraires, on te conteste le temps que tu vas y passer. Ok, et dans ces cas-là, ça m'est déjà arrivé de contre-proposer 7 500 fixes, plus toutes les heures au temps passé derrière, en disant au client, par contre, attention, je vous alerte sur le fait que vous n'allez pas être gagnant dans cette formule. Je veux bien jouer vos règles du jeu, mais moi, je veux bien considérer que vous pensez que je vous vends trop d'heures d'un coup, ou je vous vends un forfait trop cher, mais dans ces cas-là, on retravaille ensemble, mais je vous garantis que vous n'allez pas être gagnant. Donc, ça peut m'arriver de refuser sur le volet honoraire, et surtout sur le volet compétences. C'est-à-dire que sur le volet compétences, tu as, moi, mon domaine, il est très resserré. C'est le droit des affaires, donc les contrats d'affaires, CGU, CGV, contrat classique avec tes clients, contrat éventuellement avec tes prestataires, et le droit des sociétés. Et je m'éloigne pas de ce champ-là. Donc, ce qui fait qu'en fait, parfois, je vais rediriger des clients simplement parce que j'ai pas la compétence en question. Et c'est ça qui fait que je travaille ou je ne travaille pas avec certains clients. C'est que je vais pas forcément avoir la compétence et des fois le feeling y est pas, ou une expérience passée, je suis ressollicité par un client, mais l'expérience passée m'a démontré que la facturation au forfait, il fallait beaucoup mieux l'encadrer pour ce type de client-là et beaucoup mieux limiter ce qui était inclus dans le forfait parce qu'il avait tendance à en abuser. Dans ces cas-là, je resize mes tarifs et ça correspond pas forcément. Donc, on est plutôt sur on n'est pas en mesure de se rencontrer sur la philosophie de la relation. C'est-à-dire que on doit avoir une relation qui permet que ce soit gagnant-gagnant. Parfois, on n'est pas dessus. Et principalement, quand même, j'ai des clients qui m'apportent aussi eux-mêmes j'ai des confrères qui m'apportent des dossiers, mais j'ai des clients qui m'apportent
des clients. Et donc, du coup, on est quand même sur une typologie de clients plutôt jeunes dirigeants. Parfois, j'ai des groupes un peu plus matures, mais parce que c'est par connaissance de réseau où il y a des jeunes directrices juridiques, des jeunes directeurs juridiques. Et donc, ce qui fait que quand il y a une direction juridique, en général, la boîte est plus mature. Et donc, du coup, ce qui fait que je travaille avec, mais je suis en général sur le même profil de client, plutôt boîte en lancement ou en croissance, qui a des besoins juridiques auxquels je peux répondre. Très bien. Tu me parlais tout à l'heure du premier nom lorsque tu t'es installé, donc Coratella-avocat. Aujourd'hui, sous une marque, ouais. Agilo, qui permet de ne pas se centrer sur la personne, mais de se centrer sur l'activité du cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je souhaite qu'on exerce sur un nom de marque parce que je souhaite pas développer quelque chose qui est personnifié. Je pense que ça n'a pas forcément de sens en droit des affaires de développer quelque chose sur ta personne. Alors, il y a des très bons contre-exemples, le cabinet Bruzzo-Dubuc qui est hyper connu et qui est hyper développé, qui est quand même avec un nom qui ramène aux associés, mais qui fait énormément de choses. Donc, il y a toujours des contre-exemples. Mais je pense qu'en droit des affaires, on n'a pas besoin de personnifier la relation. On est considéré par nos clients il faut trouver le positionnement entre le moderne et le nouveau, c'est-à-dire le moderne et l'ancien, pardon. C'est-à-dire que le moderne, c'est que nos clients en droit des affaires vont avoir tendance à nous considérer comme des prestataires. C'est pas la position qu'on doit occuper. On doit avoir cette réflexion en tête quand même dans la définition de nos offres et dans le volet financier, le volet service qu'on veut apporter. Et l'ancien, c'est le côté très intuitif personnel que tu vas développer avec ton avocat. Et je pense que le positionnement de l'avocat d'affaires, il est juste au milieu et c'est le fameux business partner. C'est-à-dire que à la fois, il comprend qu'il doit délivrer un service et que c'est plus sachant que c'était autrefois, ça doit être vraiment un partenaire d'affaires. Donc, il y a ce côté-là. Et à la fois, il y a le côté conseil et qui fait que l'indépendance dont on a besoin pour exercer notre métier, pour guider une stratégie contentieuse, pour offrir un conseil adapté, fait que on doit aussi développer un intuitu personnel avec les gens avec qui on travaille parce qu'on doit pouvoir leur dire, vous me faites confiance. À ce moment-là, je vous conseille quelque chose, je vous explique pourquoi je vous le conseille, ou je vous recommande, ou je ne vais pas faire quelque chose que vous me demandez pour telle raison, et il faut qu'il te fasse suffisamment confiance pour dire, ok, je vous suis, j'ai confiance en votre expertise, j'ai confiance en votre jugement, et donc je vous suis là-dessus, même si ça me paraît contre-intuitif. Et c'est vraiment ce juste positionnement que tu dois trouver pour accompagner tes clients, et je pense pas qu'il passe par le fait de personnifier l'activité sur moi. Je pense qu'il passe par le fait d'avoir une qualité, on en rigole souvent avec un de mes clients, on parle de l'expérience Agilo, mais c'est d'avoir une expérience qui est la même au cabinet et d'avoir avec les clients une relation qui fait que qui s'adresse à moi ou qui s'adresse à un collaborateur ou une collaboratrice que je pourrais avoir dans le futur, ils aient la même confiance et la même expertise. Ça me permet de rebondir puisque tu me parles de collaboratrice ou collaborateur dans le futur. Justement, le fait d'avoir changé de nom, etc., de ne plus être centré sur toi, entre guillemets, je suppose que ça traduit aussi une volonté de développer justement ton cabinet, etc., d'embaucher. T'en es où sur ces sujets-là? Ça fait 2 ans et demi, du coup, maintenant que tu es installé, c'est ça? Voilà. Quels sont les projets? Je suis assez investi, on a pu en discuter, je suis assez investi à l'UJA et là, dans le cadre des élections au CNB, je brigue un mandat, donc ce qui fait qu'effectivement, ça me prend beaucoup de temps chargeable. Donc, il y a cette composante dans le développement du cabinet qui fait que je concède aussi des heures qui seraient normalement chargeables à des activités qui ne le sont pas. Mais le cabinet se développe bien et je pense atteindre un objectif intéressant de chiffre d'affaires qui me permettrait de réfléchir à l'embauche en 2024 ou mi-2024, début 2025. Parce qu'effectivement, si je suis amené à donner plus de temps non chargeable, il faut que je trouve un équilibre économique et ça veut dire me faire aider quand je suis pas au cabinet, d'avoir quelqu'un qui produit, d'avoir quelqu'un qui peut répondre aux demandes des clients. Et donc, c'est effectivement une perspective que j'ai idéalement pour le 2e semestre 2024. Mais je m'y prends un peu tard parce que je voudrais commencer par un élève avocat. Ah oui. Et parce que effectivement, c'est le temps de formation qui est important, de pouvoir prendre ces 6 mois de stage
pour vérifier déjà qu'il y a il y a un fit, hein, parce que c'est important que la personne qui me rejoint, qui me rejoindra puisse fitter complètement avec la manière dont je travaille, la manière, enfin, le fonctionnement du cabinet, l'ambiance du cabinet, etc. Et ensuite passer sur une relation de collaboration. Donc j'aimerais bien idéalement faire ce côté élève-avocat collaboration. Donc là, je m'y prends un peu tard et je dois faire tous les... bon entendeur. Hein, voilà, effectivement. Je dois faire tous les calculs budgétaires, mais ouais, probablement deuxième semestre 2024 ou début 2025 pour avoir quelqu'un qui nous rejoint au cabinet. Top. Depuis que tu t'es installé, pour toi, quels ont été les plus gros challenges? Est-ce qu'il y en a eu? Quelles ont été les difficultés un petit peu voilà. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout, qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été dégoûté? Je crois que c'est un métier hyper différent du métier de collaborateur. C'est-à-dire que les incertitudes sont pas du tout les mêmes. Et je crois que vraiment la boussole qui doit guider l'avocat, c'est de se dire avec quelles incertitudes je dors le mieux. Est-ce que c'est l'incertitude de la collaboration, de me dire est-ce que je suis sûr que j'ai bien fait, est-ce que je suis sûr que ça va aller à mon collaborant, est-ce que je suis sûr que j'ai envie de rester dans cette collaboration, est-ce que je suis confort avec le fait que parfois on va m'amener une urgence à 19h qui va m'obliger à annuler mes plans, est-ce que je suis confort de pouvoir être sollicité sur tel ou tel dossier qui finalement me plaise pas, avoir des clients qui sont un peu difficiles dans mon cabinet et auxquels je peux rien dire parce que c'est pas vraiment mes clients. Et de l'autre côté, tu as les incertitudes de l'associé. Est-ce que je vais rentrer suffisamment de chiffre d'affaires pour me payer ce mois-ci? Est-ce que finalement, c'est sûr que là, j'adopte la bonne stratégie? Et donc, il y a beaucoup de questionnements quand même qui viennent avec le rôle de l'avocat. De toute façon, je pense que l'avocat, c'est quelqu'un qui apprend tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui se questionne tout au long de sa vie. Et quand on arrête d'apprendre, quand on arrête de se questionner, je pense qu'il faut se poser des questions sur son exercice. Parce que même des avocats qui ont 50 ans de barreau, encore aujourd'hui, ils te disent qu'ils apprennent des choses. Donc, il n'y a pas de certitude et c'est une science molle. Il y a des choses qui sont écrites dans le marbre et qui peuvent pas bouger, c'est la loi. Et après, il y a beaucoup de zones de créativité juridique, de zones qui laissent place au rôle de l'avocat, au rôle des juges, au rôle des auxiliaires de justice. Et donc, avec quelles incertitudes je vis le mieux? Est-ce que c'est les insécurités financières? Est-ce que c'est le côté d'avoir plutôt pas une relation de subordination, mais quand même de travailler pour quelqu'un tous les jours, de pas avoir la maîtrise parfaite du dossier? Et c'est ça tu découvres en fait qu'il y a une vraie incertitude et quand on discute entre installés, en fait, cette incertitude financière, elle part jamais parce que le business idéal, ce serait le business de l'abonnement. Tous tes clients abonnés, dès le départ, tu sais exactement combien tu vas te faire de chiffre d'affaires dans l'année, sauf que ça existe. T'en as un peu, toi, des abonnements? J'en ai un peu. J'ai des clients en régie. J'ai certains clients qui m'ont acheté avec qui j'ai conclu une convention annuelle sur un tarif horaire et je les facture au fil de l'eau. Ça, j'en ai. Des abonnements, je vais en mettre en place dès 2024. Okay. Sur un certain nombre de formules annuelles et mensuelles. Je lance ça en 2024 parce que je pense qu'effectivement, ça rentre dans l'objectif d'offrir de la clarté et de la prévisibilité aux clients. Et après, tu as les incertitudes sur la prospection, sur est-ce que je vais avoir des dossiers, et puis la vision à court terme aussi. C'est-à-dire que tu vois à 3 mois à peu près le deal flow que tu vas avoir. Si tu me demandes l'année prochaine combien je vais faire de chiffre d'affaires, je sais pas vraiment te répondre. Et donc, tu as ce côté plutôt incertitude financière, incertitude de positionnement. Tu te dis, est-ce que je prends la bonne décision quand je fais des choix stratégiques pour mon cabinet? Est-ce que je communique correctement? Est-ce que je communique assez? Est-ce que je fais assez de prospection? Donc, je crois que c'est une vie de questionnement, en fait. Et tu prends le temps chaque jour pour répondre aux questions et pour déblayer la voie en fait vers la croissance de ton cabinet. Et en fait, quand tu réfléchis, tu regardes, il y a des énormes structures qui ont commencé, ils étaient seuls. Donc en fait, tu te dis, s'il y en a qui ont réussi à le faire, j'ai aussi le droit de me dire que je peux tenter ma chance, être humble, de me dire je prends des conseils, et je prends souvent des conseils avec des avocats qui sont plus anciens que moi dans la profession, sur notamment cette question de recrutement, sur mais comment on sait qu'on doit orienter financièrement ça, à quel moment il faut prendre un secrétariat, à quel moment, qu'est-ce qu'on doit déléguer. Je prends énormément de conseils là-dessus. Après, j'ai mes propres opinions sur un certain nombre de choses.
Mais je pense qu'il faut s'entourer, apprendre, et en fait, ça te permet de relever les challenges comme ils arrivent, quoi. Mais le principal challenge, c'est quand même la prospection commerciale et la relation. Et justement, j'allais revenir là-dessus. Tu as parlé plusieurs fois de stratégie et de prospection. C'est quoi ta stratégie aujourd'hui et c'est quoi tes efforts, quels sont les efforts que tu fais en termes de prospection? Ça, c'est la question piège. Ma stratégie, j'ai une stratégie de faire savoir déjà énormément aux confrères qui sont quand même de très grands pourvoyeurs de dossiers ce que je fais, comment je le fais et quelle est ma philosophie d'accompagnement. Et ces confrères-là, tu les rends visibles auprès de comment? Au gré des discussions, quand je les rencontre sur des événements, voilà, je leur dis voilà ce que je fais. J'ai quand même beaucoup de relations personnelles qui sont des confrères et qui font que il y a quand même beaucoup de gens qui savent que je fais du droit des sociétés, que je peux accompagner des clients sur un certain nombre d'opérations. Mais tu vois, je me rends compte que c'est pas, et je vais travailler là-dessus pour 2024. Je me rends compte que c'est pas encore assez clair. Des fois, on me pose des questions qui sont basiques. On me dit, mais est-ce que changement de gérant, tu fais? Tu vois, ils n'ont pas forcément identifié que toute la palette de ce que je suis en mesure de faire. Donc ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler. Et tout ce qui est stratégie de contenu que j'aimerais bien mettre en place, mais qui est effectivement hyper chronophage et difficile à mener avec les emplois du temps, mais qui est un de mes objectifs sur la fin 2023, début 2024, c'est d'être en capacité de mettre en place une stratégie de contenu pour aller me faire connaître plus largement que mon réseau et plus largement que les confrères directement par les clients. Très bien. Voilà, et j'ai enfin décidé d'avoir une page Google My Business. Ah, voilà. Grand pas. Voilà. Tu vas aller solliciter des avis de tes clients satisfaits. Je laisserai l'opportunité aux clients satisfaits de me laisser un avis s'ils le souhaitent. Très bien. Aujourd'hui, comment tu perçois globalement la profession d'avocat? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des grands changements auxquels il faut se conformer? Comment tu vois ça? Globalement, la profession d'avocat, en fait, il y a plusieurs réalités de la profession. Tu as la réalité contentieuse et tu as la réalité conseil. Je pense qu'aujourd'hui, la profession d'avocat, elle évolue et elle demande peut-être de se rassembler. Et je crois que c'est à peu près les tendances qu'on a. On a moins de création de structures individuelles, il me semble, et j'ai plus les chiffres en tête, c'est dommage, mais on a moins de création de structures individuelles que de création. C'est le mode d'exercice qui est quand même à Paris assez restreint. Et c'est peut-être pas forcément aussi vrai dans le reste de la France. Mais à Paris, tu as un phénomène il y a énormément la concurrence est plus rude, voilà. Donc il faut avoir un positionnement un peu plus marqué. Et donc je pense que la profession d'avocat, elle a besoin de se regrouper, mais elle a besoin de prendre exemple l'un sur l'autre. Les avocats qui font principalement du contentieux et les avocats qui font principalement du conseil ont besoin de s'inspirer l'un de l'autre. C'est ce que je te disais tout à l'heure en parlant de partenaires. C'est-à-dire que les avocats qui font du conseil, ils arrivent à très bien marketer leurs offres, très bien vendre leurs offres, très souvent faire des offres conséquentes. Les avocats qui font du contentieux ont une expertise dans la relation client qui est intéressante. Et je pense qu'on a besoin de se nourrir l'un de l'autre pour essayer de tirer les forces de l'un et les forces de l'autre pour faire grandir la profession. Après, c'est sûr que la profession, elle se confronte à un paquet d'enjeux. La numérisation de tout un tas de choses. On est en pleine discussion autour de la numérisation de la justice qui ferait énormément de bien si elle était bien faite. Et pour l'instant, on n'y est pas. Mais la numérisation de la justice qui ferait énormément de bien aux avocats qui font du contentieux, qui perdraient beaucoup moins de temps. On a les enjeux de l'hyper-accessibilité des connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients sont en mesure, avec des outils qui sont hyper intéressants, style service public, qui sont en mesure d'avoir un premier vernis. Ils se posent une question, ils ont une première réponse. Donc, il faut repenser notre manière d'aborder notre métier pour prendre en compte le fait que le client, il s'est déjà peut-être renseigné. Et donc, il va plus vous challenger. Voilà, il va peut-être te challenger, donc tu vas peut-être pas pouvoir vendre la même chose qu'avant.
Et donc, du coup, il faut te poser la question sur ce que tu es prêt à offrir. On en discutait encore ce matin avec une amie. Elle fait du droit de la famille. Et la détermination de la prestation compensatoire, c'est hyper aléatoire en fonction des juges, etc. Aujourd'hui, elle propose des études jurisprudentielles et des études analytiques de jurisprudence sur la prestation compensatoire que ses clients peuvent espérer. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant parce qu'on n'avait pas autant accès aux données, on n'avait pas d'outils qui permettaient de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire ce genre de choses. C'est des nouveaux marchés qu'on peut conquérir, c'est des nouvelles prestations qu'on peut proposer à nos clients. Et l'enjeu de la profession d'avocat, elle est de réussir à suivre les évolutions du marché et à aller attaquer des marchés sur lesquels elle n'est pas. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on a surtout en conseil et spécialement en droit des sociétés, on a des acteurs qui viennent nous phagocyter. Tout le monde a en horreur les legal tech, les captains de contrat, ce genre de choses. Mais en réalité, ont trouvé leur clientèle. Donc voilà. C'est qu'il y avait un besoin que les avocats n'adressaient pas. En réalité, on est phagocyté par les experts comptables depuis très longtemps. Et notre rôle en tant qu'avocat, c'est de définir la plus-value de l'avocat. Et la plus-value de l'avocat, elle n'est pas uniquement dans la rédaction de la documentation. Elle est aussi dans le conseil que tu vas délivrer, dans la capacité de gérer le projet, dans la capacité d'anticiper les besoins du client, dans la capacité de répondre aux besoins du client, d'identifier correctement les besoins mal qualifiés, de pouvoir l'adresser aux acteurs concernés, mesurer le risque. C'est ce que te demande le client et c'est ce vers quoi je pense qu'il faut tendre. Et c'est nécessairement en passant aussi par la réflexion autour de masse critique, c'est-à-dire de te dire, t'es avocat individuel, t'as pas la capacité d'investir autant d'outils que tu souhaiterais pour tes clients. Est-ce que ça vaut pas le coup de se regrouper selon peut-être une même verticale ou alors selon des pôles complémentaires de services qui font que tu serais en mesure de mettre au service de ta clientèle des investissements supérieurs. Et ça, c'est dans tes plans? Et ça, écoute, je pense que l'exercice individuel, en tout cas l'exercice réduit, ça reste transitoire pour l'avocat. Clairement, quand j'ai des chasseurs de tête qui m'appellent, je leur dis évidemment, je suis pas intéressé par une collaboration parce qu'aujourd'hui, j'ai ma clientèle, mais j'aimerais beaucoup effectivement à terme rejoindre un cabinet avec lesquels on aurait des valeurs communes, où il faudrait créer une pratique droit des sociétés ou renforcer une pratique droit des sociétés, carrément. Ouais, et rejoindre un cabinet, pourquoi pas trouver toi des personnes qui te rejoindraient? Pourquoi pas, je suis pas fermé aux deux. Ok. Voilà. Si les grands cabinets de la place veulent que je les rejoigne, avec plaisir. On fait passer des petits messages dans ce podcast. Top, très bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants en droit, aux futurs avocats? Je pense que le conseil aux étudiants en droit, il est simple, avocat, c'est pas du tout le seul métier du droit. Si c'est quelque chose qui vous tente, faites des stages au plus tôt pour vous confronter à la réalité du métier. Faites des stages, apprenez, variez les structures, variez les types de pratiques, variez les types de structures, parce que la réalité, elle n'est pas la même partout. Et à ceux qui s'approchent le plus de la profession d'avocat, c'est un métier qui permet de l'exercer de la manière dont on veut. Je crois que le principal conseil aux jeunes avocats, c'est de jamais subir. Et ça, c'est ma casquette de responsable de SOS collaborateur qui te Ça, j'ai l'impression que la nouvelle génération l'a de plus en plus en tête. Carrément. Ce qui traumatise certains associés avec lesquels j'échange. Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on en fera une profession parfaitement saine, c'est en acceptant plus de subir et en étant capable de partir. Et pourquoi pas de changer de collaboration, pourquoi pas de s'installer. Après, évidemment, les conseils pour quelqu'un qui voudrait s'installer, c'est d'anticiper son installation. Pas comme toi, du coup. Exactement, de faire l'inverse de ce que j'ai fait, donc de l'anticiper à la fois sur le développement de la clientèle personnelle, mais à la fois sur le point de vue financier, d'avoir un petit matelas qui permet les premiers mois de sereinement aborder l'exercice, éventuellement de tout de suite prendre des locaux si c'est quelque chose qui est important pour ta clientèle, de tout de suite t'équiper, peut-être
moi, j'ai des exemples de confrères qui m'avaient parlé, qui m'avaient dit, j'ai tout de suite pris un secrétariat bureau, parce que j'estimais que c'était comme ça que j'allais être le plus rentable. Et en vrai, c'est des vrais calculs financiers, donc il faut vraiment, quand on est installé, il faut avoir le nez dans les chiffres en permanence. Et donc, peut-être s'habituer aux chiffres en tant que collaborateur, regarder un peu ces indicateurs financiers, voir comment l'activité se développe et la surveiller, comme le lait sur le feu. C'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on est beaucoup sensibilisé, les chiffres, lors des études de droit. Très bien. Et ben écoute, merci beaucoup Alexandre. Est-ce que tu as un petit mot de la fin C'est pris comme ça. C'est dur, hein. Ah ouais, je pourrais faire une conclusion. Je crois que c'est un métier épanouissant, c'est un métier difficile, mais c'est un métier qui vaut la peine d'être exercé, que ce soit seul ou en groupe. Et je pense qu'il ne faut pas raccrocher la robe trop tôt. Persévérer un petit peu, même quand on a des périodes. Il faut aller se balader dans différentes structures, différents cabinets, différents modes d'exercice. Il faut tenter, parce qu'au final, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Et les catastrophes dans cette profession, elles sont très médiatisées, malheureusement. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup de personnes disposées à vous aider, disposées à collaborer correctement. Et je pense qu'il faut aller les trouver. Top. Merci beaucoup. Merci à toi, Agathe. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.